quelques jours de la fin du dépôt des candidatures pour les élections législatives prévues en décembre 2023, ici en République démocratique du Congo, pas grand monde se bouscule dans les différents bureaux de réception et des traitements des candidatures de la CENI. Est-ce que les regroupements et partis politiques et autres candidats indépendants attendent les dernières heures pour prendre d'assaut les 171 BRTC de la CENI ou est-ce que les uns et les autres sont dubitatifs quant à la capacité de la centrale électorale à organiser les élections, Madame, Messieurs? Très heureuse de vous retrouver et surtout de retrouver notre invité de ce soir dans le cadre de cette émission Dites-nous la vérité, qui n'est autre que André Alain Atondo Liongo. Bonjour et bienvenue. Merci Madame pour l'invitation et bonjour à vous. Alors au début de cette émission, je dis mais je ne me rappelle plus la dernière fois on s'est vu, comme ça date quand même. Ben, pour dire de façon diplomatique, il y a belle lurette. Il y a belle lurette quand même. Et depuis, beaucoup de choses se sont passées. Comme toujours. Vous êtes passé par... vous étiez au FCC, PCA, et actuellement, vous êtes toujours à la tête de votre parti politique. Je crois que je vais retrouver le nom du parti politique, la Convention pour la démocratie et la République. Et la République. Et vous êtes dans un regroupement politique, Alliance des nationalistes. Oui. Et vous êtes désormais membre de l'Union sacrée. Absolument. Auparavant d'ailleurs. Auparavant, c'est-à-dire c'est-à-dire avant d'être dans le regroupement Alliance des nationalistes, je suis d'abord membre de l'Union sacrée. C'est un préalable pour entrer dans un regroupement. Il n'y a pas très longtemps, quelqu'un a écrit « Pourquoi j'ai choisi Kabila ?» C'était Vital Kamere qui écrivait quelques années de cela « Pourquoi j'ai choisi Kabila ?» Et moi, je vais vous poser la question, pourquoi vous avez quitté Kabila? Le chef de l'État a lancé un appel pathétique à la nation. Sauver la nation de l'agression rwandaise et sauver nos populations des affres de la guerre. Eh bien, cet appel s'est adressé à chaque citoyen. Et chaque citoyen a deux paramètres. Il y a d'abord la conscience nationale, c'est-à-dire la perception de cet appel par rapport au potentiel que vous avez. Et ensuite, il y a l'appel de la nation, c'est-à-dire votre capacité à répondre à cet appel. Et là, je crois que, comme on dit, la loi, le salut du peuple, c'est la loi suprême. Donc, c'est une question de conviction et d'option. Vous pouvez opter ou ne pas opter, on ne va pas vous condamner pour autant. Opter n'est pas opter, et on ne va pas vous condamner pour autant, mais on vous dit, Atondo Liongo, une figure de proue dans la sphère politique congolaise qu'on voit depuis le temps de Mobutu, Kabila père, Kabila fils et aujourd'hui Tshisekedi. Oui. Comment vous faites pour toujours vous retrouver du bon côté de l'histoire? Comme je dis, une figure de proue, c'est une figure proéminente dans la vie politique. Et donc, tant qu'il est vivant, à moins qu'il n'ait renoncé et se soit retiré personnellement, mais tant qu'il est vivant, il sera toujours figure de proue, même s'il n'occupe pas de fonctions. Vous avez le président Tshisekedi de heureuse mémoire, le papa, il était figure de proue sans plus jamais avoir occupé les fonctions de l'État. Gizenga était toujours figure de proue, même avant d'occuper le poste du Premier ministre. Mais vous avez occupé tellement des postes aussi. Hein. À l'époque de Kabila, vous avez été ambassadeur. Oui, mais c'est ça qui fait que je... PCA, donc... Oui, mais c'est ça qui fait que je suis une figure de proue. Tout ce contenu de mon CV, c'est ça qui fait que, tiens, cette personne est proéminente dans la vie politique. Il ne peut pas passer inaperçu. C'est ça une figure de proue. Oui, mais en même temps, on se dit, mais pourquoi seulement vous? Vous, et vous, pourquoi ne pas laisser la place aux autres, la place aux jeunes, la place à une autre dynamique, si on peut dire ça comme ça? Bien sûr. D'abord, je ne combats pas les jeunes, je les encourage. Ensuite, vous leur laissez abandonner... très peu de place, voire pas du tout. Non. Abandonner la politique et le fait
d'une volonté individuelle. La reine d'Angleterre n'a pas jugé nécessaire de donner le pouvoir à son fils de son vivant. Eh bien, son fils a attendu jusqu'à sa mort. Ainsi de suite. Si moi, je me sens encore fort, je me sens encore détenteur de potentiel pour aider la République, eh bien, je le ferai tant que j'aurai un peu de souffle. Donc, pas de cadeau aux jeunes. Ce n'est pas en ce terme-là. Je crois que la musique congolaise dit « la vie est un combat ». Un combat, c'est une démarche hardie et hargneuse pour atteindre un objectif. Être présent et atteindre un idéal qu'on veut. Il faut se battre. On est jeune, il faut se battre d'abord parmi les jeunes, parce que beaucoup se trompent. Le combat des jeunes n'est pas seulement contre les vieux ou les aînés, c'est d'abord entre eux, pour qu'ils puissent émerger pour s'attaquer aux vieux. Donc, le combat, c'est une réalité sociologique de tout être qui vit. C'est ainsi qu'on dit, la vie est un combat. On l'a dit tout à l'heure, vous avez été avec Mobutu, avec Kabila le père, Kabila le fils. Aujourd'hui, vous êtes avec Tshisekedi. Quelle est la différence que vous faites entre ces différentes personnalités avec qui vous avez eu à travailler, peut-être pas de la même façon, mais que vous avez côtoyé? Ces personnalités sont d'identités différentes. Mobutu n'est pas Mzee, Mzee n'est pas Kabila Joseph n'est pas et pourtant vous avez travaillé avec non, vous les avez c'est ça que je côtoyés. dis. Alors, ça c'est d'abord un élément. Le deuxième élément, c'est la façon de travail. Chacun travaille en fonction de son passé et de sa vision. Mobutu a commencé, il avait une vision de libération culturelle, etc. Mzee a travaillé en fonction de la libération du peuple, entre guillemets, du pouvoir de Mobutu. Kabila a travaillé en fonction de 5 chantiers. Tshisekedi travaille en fonction du développement du pays à partir des 145 territoires. Donc, dès lors qu'ils ont des objectifs matériels différents, la méthode d'approche ne peut être que différente. Le meilleur d'entre tous, parmi ces 4, selon vous, vous qui les côtoyez, qui les avez côtoyés, vous direz que c'est qui, on sait chacun, hein, mais qui est arrivé quand même à imprimer quelque chose pour booster le développement du pays, d'après vous? Chacun a un rôle particulier dans la vie de la nation. Kasavubu nous a amené l'indépendance et a laissé un paradigme de moralité dans la vie politique. Mobutu est arrivé à imprimer le sentiment, un fort sentiment d'authenticité et de fierté d'être à la fois congolais, noir et africain. Mzee est venu libérer, entre guillemets, du pouvoir de Mobutu qu'il considérait comme dictatorial ou autocratique. Pour cela, il a dû imprimer sa marque. Souvenez-vous des gens qu'on fustigé ici dans le bus, etc. Kabila Joseph est arrivé dans un moment de turbulence. Il a d'abord ramené la sérénité, au point que les ennemis d'hier se sont retrouvés dans un régime sui generis 1+4. Au point qu'il a permis d'organiser au moins 2 cycles électoraux. Au point d'avoir innové par minerai contre l'argent, etc. Donc chacun a donné une touche particulière. Quant à dire qui est meilleur, c'est aux historiens, pas nos contemporains. C'est après 100 ans qu'on verra, tiens, par rapport
Bah, la après marche. 60 ans ou après 50 ans, vous Même pensez après que 50 nous, ans. on ne peut pas Aujourd'hui, faire mais ce travail-là? vous ne pouvez pas résumer la vie d'une nation à l'espace de votre existence. Aujourd'hui, on continue à juger Napoléon, à apprécier son œuvre, Alexandre le Grand. On vous entend parler, c'est comme si chacun de ces présidents-là, on va tout de suite parler quand même du processus électoral, c'est comme si chacun n'a légué que du positif. Dans notre pays, Non. ça se demandait pourquoi Mais on est dans cet état. c'est un être humain. Tous les présidents ne sont que des êtres humains, c'est-à-dire imparfaits, perfectibles. Leur régime aussi était imparfait, mais était perfectible. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est aux historiens, avec le recul du temps et la dynamique historique de l'interaction entre les différents régimes qui ne se connaissaient pas, que les historiens vont dire, tiens, par rapport à la marche du pays, on peut dire que celui-ci a joué un rôle déterminant. Mais en tout cas, 60 ans après, parce qu'il n'y a pas très longtemps, on vient de célébrer le 63e Mais 60 ans, qu'est-ce que c'est? anniversaire. Les États-Unis, c'est plus de 200. Bah oui, mais 63 ans après, on se dit que le pays ne va pas mieux qu'avant l'indépendance, quand même. Ça dépend du point de vue. Ça dépend du point de vue. Les faits sont là. Les faits ils sont là. Non, quand vous présentez un raccourci aussi interpellant, aussi saisissant, que 63 ans, le Congo ne va pas mieux, c'est comme si de l'indépendance à maintenant, à aucun moment, les Congolais ne se sont sentis aller chez eux. Mais je vous donne un paramètre. Écoutez seulement les chansons congolaises. Du temps du docteur Neko, du temps de Rochereau, dans les années 60, 65 à 70. Qu'est-ce qu'on disait? La Tikeli Binomi Sengo ya Kinshasa. Ah, Mboka Mopaya, Nazonga Kinshasa Noku. Café Rio et tout ça. Donc, ça signifie qu'à un moment donné, les Congolais étaient dans leur peau, se sentaient à l'aise. À un moment donné, ce qui n'est pas le cas maintenant. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le Congolais ne se sent pas mieux? À un moment donné. Parce que, d'abord, nous avons connu une rupture brutale dans l'histoire. C'est la disparition du impair parti-État sans avoir légué formellement ses acquis. Et donc, celui qui est arrivé, Mouzé, pour ne pas le citer, a cru judicieux de refonder le Congo Faire un tabula rasa. ex nihilo, ce qui n'était pas possible. Et il s'en est rendu compte après, malheureusement, il a été assassiné. Alors, Joseph Kabila a tenté d'imprimer une certaine vision. Ah, il a eu 18 ans pour ça, il n'a pas tenté, il l'a fait. On tente toujours. En 18 ans. Moi, je tente toujours ma vie. La vie est une tentative permanente. Parce qu'il n'y a pas de droit acquis. Il n'y a pas de droit acquis. Donc, il a tenté. Pourquoi je dis tenter? Lui-même l'a avoué, je n'ai pas réussi à avoir 15 collaborateurs, je n'ai pas réussi à donner le type de citoyen que je voulais. Et il pensait à vous, justement. Qu'est-ce que ça vous avait Mais fait? Parce qu'on va parler de regret du président de la République. Il pensait à tout ce potentiel non exprimé. Et pourtant, il avait des ministres, il avait des mandataires, Mais il avait vous étiez là. Posez-lui il avait la question. Il a dit, je n'ai pas 15. Donc ça signifie qu'au maximum, il avait au moins 14. Mais qui était dans le paquet de 14? Vous pensez que vous y étiez, vous, dans les 14? Mais je pense avoir rempli tout ce qu'on m'a confié en toute bonne conscience, avec compétence, et ce travail a été apprécié. Apprécié rapidement, hein, je rappelle aux téléspectateurs, on va parler du processus électoral, mais actualité obligée. C'est pas aussi chaque jour que nous recevons, allez, comme on l'a dit tout au début de cette émission, une figure de proue qui a
toute l'histoire, une bonne partie, une grande partie de l'histoire, qui en connaît quand même beaucoup sur l'histoire du pays. Donc Pour on en votre profite. information, Je vous en prie. le 29 octobre de cette année, j'aurai 50 ans de vie publique. 50 ans. Voilà, j'ai C'est- commencé tout jeune, après l'université à 25 ans, eh bien, en octobre, j'aurai exactement 50 ans. Vous en êtes fiers, mais vous Absolument. faites des jaloux. Absolument. Non, mais vous allez faire des jaloux. En tout cas, ceux-là qui attendent depuis. Et comme on posait la Non, question tout à écoutez, l'heure, on se dit, mais si je suis ambassadeur, je ne suis pas ministre, je ne suis pas PDG. Donc, il y a tellement de place. mais pourquoi Je ne seulement peux- je ne vous peux- Pourquoi je- seulement vous je ne peux Pourquoi c'est seulement occuper. vos têtes qu'on doit voir pendant 50 ans? Il n'y a pas que vous en tant que vous personnellement. Alors, mais vous je n'êtes vous pas le réponds. seul. Je vous réponds. Pourquoi seulement vous qu'on voit à la télévision? Madame Oudia, ce n'est pas n'importe qui. À la radio, ça fait 20 ans que nous entendons Top Congo et Christian Le Sacco. Pourquoi seulement eux? Ils donnent le meilleur d'eux-mêmes pour mériter de la nation. Voilà pourquoi ils sont là. Aujourd'hui, je peux dire que je suis fier parce que je bénéficie de la considération de la classe politique. Si on ne m'appelle pas doyen, on m'appelle patriarche. Donc, cela dénote d'une certaine considération et on peut dire d'un travail bien fait, d'un parcours, en tout cas, qui peut être apprécié. C'était quoi le secret? Comment le secret de cette longévité dans l'espace public? Le secret? Ouais, Ah ben, 50 ans le dans secret, les... le secret, je l'ai eu aux humanités quand j'étais au petit séminaire. On nous disait, agis côte agisse. Fais ce que tu dois faire et ainsi tu travailleras à la gloire de Dieu. Fais ce que tu dois faire, ainsi tu monteras tous les étages jusqu'au président de la République si tel est votre destin. On parlait tout à l'heure de regrets de Joseph Kabila, mais récemment, il y a le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui nous a fait part de ce regret. C'est relatif à la rupture FCC-Cash. Remords, regrets, un peu tard. Moi, je ne voudrais pas commenter les propos du chef de l'État parce que, d'ordinaire, les communications du chef de l'État ne prêtent pas à discussion. Donc, je prends acte. Ce ne sont pas non plus Je les paroles prends- d'évangile. Non, il parle C'est un comme... démocrate rompu, Non, lui-même, non, il a dit. Hein. Non, ça dépend. Il parle sur la chair de vérité. Il parle en tant que chef de l'État. Donc c'est à nous d'entendre, d'écouter et de comprendre avant de critiquer. Est-ce que vous avez compris? Bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous avez compris dans ce qu'il a Mais dit? qu'il a regretté la rupture FCC Cash, qu'il s'est réjoui de la gratuité de l'enseignement, qu'il a regretté le résultat mitigé au niveau de la justice. Voilà. Et au niveau de FCC Cash, parce que je vous dis, vous étiez avant dans le FCC, et ensuite... Oui, mais vous le êtes- FCC Cash, c'est le président. Je n'ai pas à commenter. C'est son sentiment personnel, c'est ce qui... Non, c'est un sentiment personnel en tant que chef de parti et chef de l'État. Et partenaire du FCC qui n'a pas répondu aux attentes. On va bientôt... Pas bientôt, on commence carrément déjà à l'étape où on doit parler du processus électoral en cours, président d'un parti politique, d'un regroupement politique, membre de l'Union sacrée. Vous serez candidat à la députation nationale. Oui, je suis prétendant. Parce que pour être candidat, Il faut que il la faut avoir CENI été retenu par la CENI. par la CENI. Donc, je suis prétendant candidat à Bumba, où mon dossier a été déposé par les mandataires de notre regroupement. Pour quelqu'un qui, je le disais encore tout au début de cette émission, qui passe vraiment une quasi-totalité de son temps à Kinshasa, pourquoi avoir choisi Bumba alors que vous auriez pu déposer votre candidature pour la circonscription de la Lukonga, Heureux qui, comme Ulysse, rentre chez lui plein d'usages et de raison.
Ouais, pour prendre je pense, un siège, c'est je beaucoup plus facile. je là-bas. pense amener un peu d'usage, un peu de raison que j'ai eu de par mon expérience dans le monde, je pense le mettre à la disposition du territoire de Bumba, de la ville, de la province de la Mongala et de la République. C'est un peu plus facile à l'intérieur du pays quand même. Pardon? C'est un peu plus facile d'être candidat. Je ne sais pas. D'être prêt. Mais je sais que... C'est la première fois je pour sais vous d'être que candidat, pourtant. À l'intérieur, je peux dire c'est la deuxième fois. La première fois, j'étais candidat à l'élection sénatoriale, ça n'a pas marché. Ah, donc c'est pas facile quand même. Donc, chaque élection est une épreuve de vérité. Ou vous contactez, vous êtes en contact avec les réalités environnementales. Si c'est Bumba, c'est une réalité, c'est des personnes qui ont leur vision, etc. Si c'est Lissala, c'est la même chose. Si c'est Kinshasa, Lukunga, c'est Lukunga. Atiangou, c'est Atiangou, etc. Donc, il faut, quand vous avez pris l'option de vous présenter dans une circonscription donnée, il faut vous donner la peine de comprendre les réalités de cette circonscription, des peuples qui l'habitent, et essayer d'être une réponse à leurs interrogations et à leurs inquiétudes. Est-ce que vous l'êtes vous-même avant? J'essaye. Vous tentez, vous le fait que je me présente signifie que je me considère comme capable d'amener tant soit peu des éléments de réponse à certaines inquiétudes. À l'annonce de cette émission, je disais que, en tout cas, moi, j'ai sillonné quelques BRTC de l'intérieur du pays, notamment à Lubumbashi. Je n'ai pas vu grand monde se bousculer au portillon de ces différents bureaux. Certains confrères qui ont eu à faire des constats ça et là disent pratiquement la même chose. Et là, nous sommes à 3 jours, 3-4 jours, si je ne me trompe pas, de la fermeture de bureaux. À votre avis, pourquoi il n'y a pas cet engouement? Mais cela ne veut rien dire. Cela ne veut rien dire. Mais ça veut tout dire aussi. Peut-être que les gens ne sont pas prêts. Laissez-moi m'expliquer. Je vous en prie. Cela ne veut rien dire. Parce qu'au lieu que chaque candidat aille déposer sa candidature ou son dossier, eh bien, ce sont les représentants du regroupement qui amènent le dossier de tout le monde. On attend les derniers jours, les dernières heures. Le nôtre est déjà sur place. Et de beaucoup de regroupements. Le représentant va, n'est-ce pas, à la circonscription, dépose des dossiers, remplit, veille à ce qu'il ne manque de rien, etc. Voilà pourquoi il n'y a pas cet engouement ou cette affluence naturelle ou convergence vers l'intérieur du pays. Mais soyez patients, je pense que à partir d'octobre, eh bien, il y aura cette influence. Non, mais on attend des gens déjà pour les législatives nationales. On aimerait bien voir. Est-ce qu'il n'y a pas cette sorte de réticence dans les chefs des partis et regroupements politiques? Parce qu'on n'y croit pas à ces élections. Pas personne, mais une grande partie hésite et se disent... Je suis mal placé. Dans la famille politique où je me retrouve, l'Union sacrée, nous croyons à la tenue des élections. Nous avons des preuves par la déclinaison de toutes les étapes qui sont respectées. Nous nous sommes enrôlés. Certains n'y croyaient pas. Nous avons le Parlement a voté la loi sur la répartition des sur la répartition. Des sièges. Et maintenant, nous sommes en train de remplir, pour aller déposer notre dossier jusqu'au 15. Donc pour nous, nous y croyons et nous savons que c'est une œuvre humaine, perfectible, et même après les élections, on devra perfectionner. Alors, il y a un groupe qui n'y croit pas, pour plusieurs raisons. Raisons idéologiques. Des raisons quand même fondées quand on voit au niveau de la logistique, certains experts affirment qu'aujourd'hui, la CENI n'a pas le moyen de sa politique en termes de logistique. On se dit, il y a de quoi avoir des réticences quand même. Les élections, c'est deux réalités.
sur les déroulements d'un processus politique. De ce point de vue-là, on peut clamer toutes les prétentions, faire toutes les professions de foi que l'on veut, mais c'est aussi une réalité technique, c'est-à-dire une démarche technique en vue de. Alors, si vous avez une observation quelconque sur le plan technique, eh bien, adressez-vous aux techniciens. Amenez des arguments, mais ne faites pas une confusion en disant, en prenant les prétentions politiques pour des arguments, des arguments techniques. La CENI n'a pas la logistique qu'il le faut pour essayer, voilà, pour mais sur le organiser. terrain, sur le terrain, voilà. Je suis allé m'enrôler à Bumba. J'arrivais, il y avait tout l'équipement nécessaire, mais certains autres parties, n'est-ce pas, du territoire avaient de retard. C'est ce qui a justifié d'ailleurs, comme c'était plus ou moins général, une certaine prolongation. Donc, au bout de cette prolongation, cet aspect-là a été éliminé. Si, maintenant, on considère que parce que son expert n'a pas audité les fichiers, et donc ce n'est pas fiable, ce n'est pas une donnée technique. C'est pas un On expert. ne peut pas, on cherche un expert, des experts indépendants, parce que ça, oui, certains mais les disent que ce sont des experts indépendants. de Denis Kadima. Il y avait un groupe d'experts ici, des Sud-Africains, des Béninois. Sélectionnés, choisis, peut-être nourris et payés par Kadima. Vous comprenez la réticence de certains. Vous parlez de Kabila? Kadima, je ne parle pas de... Kadima, les experts qui ont audité. Mais, vous savez, nous avons eu à participer aux réunions, aux colloques organisés par les ONG qui vous donnaient le per diem. Mais le per diem n'était pas suffisant pour vous empêcher de dire ce que vous pensez. C'est son rôle d'accueillir les experts. C'est son rôle de les mettre à l'aise. Ce n'est pas son rôle de contrôler leur conscience et leur intelligence. Quand aujourd'hui vous entendez Kabila dire niet à ce processus électoral, le FCC, en tout cas ce qui reste du FCC et du PPRD, n'est pas engagé dans ce processus électoral. Qu'est-ce que cela vous inspire, vous qui aviez eu à travailler avec lui, par exemple? Je pense que il y a d'abord l'expression de la liberté constitutionnelle, la liberté démocratique. On peut ne pas. Ce n'est pas parce que vous allez aux élections qu'on doit vous condamner. Ce n'est pas parce que vous ne voulez pas aux élections qu'on doit vous condamner. C'est l'usage prévu constitutionnellement d'un droit démocratique. Alors, que le FCC et le président Kabila aient leur point de vue sur le plan juridique, c'est une prétention qui doit être confirmée dans les faits. C'est une prétention qui doit être retenue, en l'occurrence ici, par la CENI. C'est-à-dire, expliquez un peu, retenue comment? Par la CENI. Il faut que la CENI estime, tiens, c'est que le FCC dit, compte tenu des preuves techniques qu'ils ont données, effectivement, nous devons faire ceci. Mais si ce sont seulement des proclamations, des convictions politiques, je ne crois pas à ce processus électoral parce qu'il est dirigé par Kadima. Ce ne sont pas des données techniques. Un peu comme le PPRD ou le FCC à l'époque. Ah non, à l'époque, il n'existait pas le FCC, c'était la majorité présidentielle. La MP, vous avez été d'ailleurs porte-parole également, comme à l'époque d'Étienne Tshisekedi en 2006, quand il a dit « je ne participerai pas aux élections ». Oui. À l'époque, vous qui étiez de l'autre côté, toujours du bon côté, vous avez dit bah, « bon de barra » en fait. Non, on a dit qu'ils assument leurs décisions. Et en l'occurrence, ils avaient assumé leurs décisions. Pendant une législature, ils n'avaient personne. Les Kabila aujourd'hui, si
telle est la décision définitive du FCC, ils auront à assumer leur décision. C'est-à-dire que pendant une législature, ils n'auront personne, ni au Sénat, ni à l'Assemblée nationale, ni dans les assemblées provinciales. Il faut dire que ça vous laisse quand même la voie libre, surtout à Bumba où Mabunda est quand même aussi une figure non négligeable. Mabunda ne représente qu'une voix. Non. Donc, Non. il y a 4... Non. Mais que Mabunda soit élue à 100%, elle ne peut pas être 2 députés. Mais quand vous dites Elle qu'elle ne n'est- représente Oui, aucune mais voix, c'est comme si... je veux dire qu'il ne représente qu'un député. Ah oui. Donc, il y a 3 autres places. Il faut se battre. Et puis, une compétition, il ne faut pas y renoncer avant d'entrer dans le jeu. Vous vous dégonflez. C'est de la lâcheté quand même. Bon, c'est vous qui le dites. Mais je pense que quand on a décidé d'aller en compétition, eh bien, il faut accepter que d'autres peuvent avoir les mêmes idées et que vous vous estimez que par rapport à tous ces gens-là, je vais gagner. Il y a Kabila allez, j'allais dire ses acolytes, en tout cas les lycéens qui disent qu'ils ne vont pas participer, mais il y a également une autre personnalité, Fayoulou, qui a dit le mercredi qu'il va participer, mais assorti de plusieurs conditions, notamment l'audit du fichier électoral. Et si ça ne se fait La pas, réponse a été donnée. Voilà, mais il ajoute, cette fois-ci dans sa conférence de presse, il va mobiliser la population pour faire appliquer l'article 64 si il n'obtient pas gain de cause. Est-ce que nous n'allons pas vers un chaos? La démocratie, un régime démocratique, c'est 2 réalités. La protection de l'exercice des libertés individuelles, liberté d'expression, liberté d'initiative, liberté de déplacement, mais c'est aussi le respect de la volonté du plus grand nombre qui devient de ce fait la volonté de la communauté nationale coulée en termes de loi. Donc le chef de l'État, Tshisekedi en l'occurrence, aura l'obligation de veiller sur ces 2 paramètres. Si un individu, un groupe d'individus met en mal ou menace la volonté commune, il faudrait que le président redresse ces choses. Si la volonté commune étouffe les libertés individuelles, le chef de l'État devra revenir pour dire, écoutez, laissez les gens s'exprimer. Donc, que les gens s'expriment, mais il faut laisser les gens s'exprimer, mais il faut aussi laisser s'exprimer la logique démocratique. Vous savez que je vous donne Je le cas d'Israël. Ça fait 27 semaines que les gens protestent dans la rue, etc. Cela n'a pas empêché la Knesset de voter cette loi. En France, il y a eu les gilets jaunes, il y a eu la grève des syndicats, il y a eu, mais le président Macron a maintenu la logique démocratique. Ben ouais, Parce mais que même c'est son image n'est parce que- pas... Non, l'image on c'est est écorché. Écoutez, je ne sais pas si... Et on l'image est- de la France, je ne d'ailleurs, sais- Je ne sais pas si on est chef de l'État pour garder son image intacte Surtout ou l'image de bien la pour France. travailler. C'est l'image de la France aussi. Mais l'image de la France, c'est que c'est la liberté. C'est la liberté. Aujourd'hui, on se rend compte que liberté n'est pas une vaine expression dans la bouche du régime français. On laisse les gens s'exprimer parce que c'est leur droit garanti par la Constitution, mais les institutions doivent garantir la gestion de l'État parce que c'est leur devoir. Donc actuellement, vous vous dites, on laissera peut-être à Fayoulou de mobiliser la population et de l'autre côté, on continuera comme si de rien n'était le processus électoral. Non, pas comme si de rien n'était. D'abord, mobiliser la population, à quel pourcentage? Ça, il faut voir. 2, on ne peut pas entraver l'évolution du processus démocratique parce qu'on n'est pas d'accord sur un aspect. Parce que là, vous entravez la volonté du plus grand nombre, c'est-à-dire la volonté de la loi.
Et le chef de l'État devra faire la part des choses entre l'exercice des libertés individuelles par des individus, par des particuliers, et la sauvegarde de la volonté commune qui est l'expression du plus grand nombre dans la société et de ce fait l'expression de la loi. L'expression de la loi, on a parlé de l'audit du fichier électoral, mais il y a d'autres voix qui se lèvent pour dire on sera peut-être dans l'impossibilité d'organiser ces élections à cause de la situation sécuritaire dans notre pays, sous occupation du M23, appuyé par le Rwanda. Est-ce que si ceux de l'audit, ce n'est pas une question dépassée? Dépassée, comment? Oui, parce qu'aujourd'hui, on organise les élections là où on peut. S'il s'avère que... Donc on exclut vraiment une partie du pays. Est-ce qu'on ne met pas à mal la légitimité du processus? Non, c'est un cas de force majeure. Oui, on nous a dit ça en 2011. On risque d'en faire une habitude. En 2018, c'était pareil. Oui, Yumbi, Beni, exclu. Cas de force majeure. Oui. Cette fois-ci, c'est une bonne partie de l'Est qui est occupée. On continuera comme ça avec des forces majeures? La réalité est têtue. Parce que, imaginez-vous que le président, en toute hypothèse, a dit, bon, nous n'organisons pas les élections. Nous n'organisons pas les élections. Je me souviens d'ailleurs d'avoir écrit une tribune où j'ai dit, bon, l'intégrité territoriale avant toute chose, etc. Supposons que le président ait dit, bon, je suis cette tribune de M. Atundu, nous n'organisons pas les élections. Que n'aurait pas dû, qu'on n'aurait pas dit les gens quelles intentions ne lui aurait-on pas prêté. Donc aujourd'hui, puisqu'il est impossible d'avoir des élections parfaites sur l'ensemble du territoire, eh bien, allons sur le plus grand nombre et quitte à se battre pour libérer les territoires. À ce propos d'ailleurs, oui, je vous en prie. Lorsque le président de la République a lancé cet appel, je n'ai pas senti un engouement de la part de ceux qui pensent autrement que l'Union sacrée. Peut-être parce qu'il fait partie du problème. Non, pas peut-être, c'est ce qu'ils ont dit. Le président fait partie du problème, c'est lui qui s'est engagé. Il a eu des tractations avec le M23, le Rwanda, donc il est en grande partie responsable, disent certains. Non. Lorsque vous êtes en guerre avec un autre pays, il y a toujours des ponts diplomatiques. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait S, vous connaissez. Mais là, on était au-delà du pont diplomatique. Non. La diplomatie, c'est la diplomatie apparente et la diplomatie secrète. C'est toujours la diplomatie. Il y a toujours un pont sur le plan diplomatique. Donc, qu'on est tenté, qu'on est en contact éventuellement avec le M23, si ne change pas la volonté du chef de l'État de bouter le Rwanda et son supplétif, le M23, en dehors du pays. Cela n'empêche pas aux troupes de FARDC de les combattre sur les terrains. En tout cas, c'est qu'espèrent les Congolais, sauf qu'on se dit, il y a eu des propositions qui ont été faites par rapport à cette situation. Par exemple, on n'est pas adhéré à l'EAC. Certains voient d'ailleurs des politiques proposées plutôt l'Angola. Le chef de l'État avait fait fi de tout cela. Donc c'est lui-même qui s'est engagé et n'a pas voulu entendre les autres quand même, qui avaient d'autres propositions qui pouvaient marcher quand même. Nous devons comprendre les implications d'un régime démocratique. Un régime démocratique est celui dirigé par des personnes élues. Une personne élue obtient de ce fait le droit de vouloir et d'agir au nom et pour le compte de la communauté. En procédant par essai et erreur, en tâtonnant, en mettant le pays en difficulté. Quoi qu'il en soit. Donc il doit s'en prendre à lui-même, en fait, si ça ne marche pas. Quoi qu'il en soit, c'est ça la vérité. Si aujourd'hui, vous êtes le patron de BUN, eh bien, ça dit que vous avez acquis le privilège de diriger BUN comme vous pensez.
N'en déplaise à ceux qui ne pensent pas comme vous, à ceux qui n'ont pas apprécié votre promotion, etc. Mais c'est à vous de justifier. Donc il faut assumer. Il faut assumer C'est absolument. que vous pensez que le chef de l'État assume certaines de ses décisions? Bien sûr, je ne l'ai pas entendu. Donc il doit assumer la situation actuelle. En fait. Donc il doit assumer la situation actuelle. Non, il doit assumer ses responsabilités. Plus d'une année où une bonne partie du pays est occupée. Oui. Il doit assumer. Oui, il doit assumer. Et ne pas rejeter la faute constamment aux autres. Pas rejeter la faute aux autres. Mais la réalité, c'est que cette situation qui dure a ses racines dans l'histoire. Donc, il faut un bref raccourci. Quelle est l'origine de ce que nous vivons aujourd'hui? C'est l'Ingilima. L'Ingilima du temps de Mobutu. Quand Mobutu avait envoyé, je crois, Mbata 1 ou 2 pour mettre la paix, ils estimaient que les troupes de Mobutu protégeaient les Tutsis. C'est ainsi qu'il y a eu ces milices autonomes d'autodéfense, les Ngilima. Les Ngilima se sont transformés en Maï Maï, etc. Avec l'arrivée de FDL, la résistance a changé de mode. Avec la révolte des alliés de Mzee, eh bien, c'est devenu une force supplétive du Rwanda. Donc ça c'est un bref résumé un peu pour comprendre que quand quelqu'un dit « ce n'est pas de ma faute », ça veut dire qu'il y a des racines dans l'histoire dont il faut tenir compte pour le juger. Mais en tout cas, là, il n'y a aucune lisibilité sur la solution que propose l'actuel chef de l'État. Comment sort-on de cette situation? Il ne veut pas négocier avec le M23, ce qui est louable, selon certains. Quelle est la sortie de crise? Pas de lisibilité, on ne sait pas. On attendait le force de l'EAC. Comment on fait pour sortir de cette situation? Aucun accord, aucune tractation ne peut empêcher au chef de l'État de remplir son serment constitutionnel, de défendre et de bouter hors du territoire national tout élément intrus. Sauf qu'il n'y arrive pas, en fait. Ça, pour l'instant. C'est un processus. Une guerre, c'est une question de temps. On doit attendre combien de temps comme ça? Comme diraient les Italiens, qui lo sa? Qui lo sa? Devons-nous oublier Bunagana? On ne peut pas oublier. Mais on fait déjà, on va les oublier avec les élections. Le danger, c'est on les a oubliés avec les élections. Non, le danger, parce qu'on dit d'abord les élections. C'est que les journalistes ne puissent pas maintenir la flamme et versent la situation de Bunagana. Non, les journalistes, c'est dans les faits. Écoute, jettent la situation de Bunagana dans l'anonymat. Ce qui n'est pas le cas du chef. C'est le politique. On vous demande de ne pas organiser les élections sans Bunagana. Vous dites non, il faut à tout prix qu'on ait des élections. À ma connaissance, ce n'est pas le cas du chef de l'État. Mais en tout cas, vous l'avez vu parcourir le monde. Il a obtenu une victoire importante, la reconnaissance de l'agression. Sans conséquence sur le terrain? Pardon? Il n'y a aucune conséquence sur le terrain, aucune sanction. Mais on nous renvoie dos à dos. Savez, les droits de l'homme, d'un côté, les FDLR les droits de de l'autre. l'homme ont été reconnus depuis 1948. Mais jusqu'à présent, on se bat. Les droits de l'homme, droits de l'homme, droits de l'homme. En passant, le président a dit qu'il n'a que faire du droit de l'homme. Hein. Pardon? Le président de la République a dit il va passer outre le droit de l'homme si cela vaut la peine. Donc, écoutez, une guerre est une situation exceptionnelle où les droits de l'homme ne sont pas logés à la meilleure enseigne. Eh bien, c'est ainsi. Il n'y a pas de guerre propre. Il n'y a pas de guerre propre. Lorsque vous bombardez, eh bien, vous devez savoir que les innocents, les civils vont mourir. Lorsque les Alliés ont bombardé Berlin, pensez-vous qu'ils choisissaient les bunkers des nazis, etc. Ils ont bombardé et c'est ce qui a démoralisé les nazis et leur a permis la victoire.
En tout cas, on va continuer la discussion peut-être prochainement. C'est bientôt la fin de cette émission. Pas bientôt, mais c'est quasiment la fin de l'émission. 1 minute pour clôturer, un mot de la fin par rapport à ce qui vient d'être dit aujourd'hui. Nous devons assumer notre régime démocratique, c'est-à-dire garantir la liberté individuelle garantie par la Constitution et protéger la volonté commune qui nous sert de balise. Lorsque, de cas comme celui-ci, vous n'êtes pas d'accord pour participer ou d'accord de participer aux élections, n'empêchez pas aux autres d'y participer. Parce que là, vous allez demander aux forces de l'ordre, ou en tout cas au chef de l'État en tant que garant du bon fonctionnement des institutions et de la fonctionnalité harmonieuse de notre pays, d'intervenir pour faire la part des choses. Monsieur, réagissez, laissez celui-là aller là-bas. Donc nous devons assumer cela. Deuxièmement, nous ne devons pas considérer que ces élections, c'est la fin du monde. Si vous n'êtes pas élu cette fois-ci, vous ne le serez plus jamais et le Congo n'existera plus. Si vous n'êtes pas élu cette fois-ci, préparez-vous la prochaine fois. Il y a des cas célèbres, n'est-ce pas? Le président Mitterrand a tenté 3 fois avant d'aboutir. Le président Chirac, la même chose. Des cas comme du président Macron, un coup une flamme comme on dit, ce sont des exceptions dans l'histoire. Donc, un peu comme Tshisekedi aussi. Nous devons... Non. Tshisekedi Félix, un coup une flamme, il a postulé. Non. Tshisekedi doit être placé dans le cadre du combat de l'UDPS. Ah. Donc c'est l'UDPS qui a tenté sous Tshisekedi, père, il a échoué, il a tenté sous Tshisekedi, fils, ils ont réussi. Donc c'est au moins 3 tentatives. 3 tentatives, donc c'est par ce mot quand même d'encouragement que nous mettons un terme à cette émission. J'espère qu'on va vous retrouver très prochainement. D'ici là, je crois, pendant la campagne, on va essayer parce que cette année... Il faut venir à Bumba alors. Je viendrai. J'aime bien l'arrière-pays. En tout cas, ceux qui me suivent savent que je fréquente régulièrement l'arrière-pays. Je suis passionnée du Congo profond, voir la réalité sur le terrain, comment vit la population dans ces parties du pays. Bumba, je l'ai déjà fait, je le referai volontiers. Et je vous dis que peut-être la prochaine interview, on la fera à Bumba. Comme ça, au milieu, on essaiera d'avoir... Au-delà de Bumba, dans les secteurs. Dans les secteurs, c'est une réalité différente. Bongandanga et Ndongele, attendez-moi, on va venir parce qu'on veut être au plus proche quand même de la population et surtout par les programmes, par les projets, par ce que les uns et les autres veulent faire pour la population, pour les secteurs, pour les provinces, pour les villages, en tout cas pour la République démocratique du Congo. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie, madame. On se dit au revoir, à très très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission Dites-nous la vérité.